Chapitre 3. Un peu de temps avait passé. Je m'étais absenté de La Paz pour une de ces errances parmi les plus lointaines tribus indiennes sans lesquelles je n'aurais pu vivre. Je m'étais abandonné à cette merveilleuse et féconde fascination pour ce que je ne connaissais pas, ne comprenais pas, mais sur quoi je façonnais les images de mes désirs les plus secrets. Si leur chant me hantait, me peuplait, ce n'était pas une question de sang, car je n'ai pas une goutte de sang indien. Mais peut-on vivre, après une série de ses ancêtres, sur un sol sans être gagné par les esprits de ce sol? On dit que les Indiens eux-mêmes n'ont pas habité de toute éternité nos hauts plateaux. Ils sont venus d'ailleurs, d'Asie. Mais enfin, ils se sont liés à cette terre, et moi aussi je suis lié à cette terre. Et il y a des complicités entre tous les esprits d'une terre, autant qu'il y a d'hostilité. Et quand je parle d'esprits de la terre, ce n'est pas pour faire une opposition avec les esprits du ciel. Car le ciel est aussi présent que la terre, surtout chez nous qui sommes habitants de l'un comme de l'autre. En plus de leurs chants, je raffolais de leurs manteaux. Oh, ces manteaux indiens! Je sentais vibrer leur bariolage sous mes sens, comme les cordes de ma guitare. J'avais besoin de me saouler dans la touffe de leurs cris, dans la polyphonie de leurs hurlements. Je me gavais, je me saoulais de ce contraste déchirant et réconfortant que faisaient ces manteaux criards avec la grisaille des hauts plateaux désolés par l'hiver. Un professeur d'histoire, l'idiot, me disait un jour que ces couleurs n'avaient pu être composées par les Indiens que dans d'autres climats, dans des vallées tropicales, et qu'elles avaient subsisté par routine dans nos déserts supérieurs. Ce qu'il supposait là était contraire à la vie. Les Indiens ont produit ces rayures, ces zébrures par surcharge sur les teintes, amorties, meurtries des hauts plateaux, par une nécessité de défense contre une menace de néant. S'ils n'avaient pas extrait ces couleurs de leurs entrailles, ils auraient succombé à l'épreuve inhumaine de l'altitude. Inhumaine, humaine encore, puisque l'homme a pu y ajuster une réaction. La coca qu'absorbent les Indiens est aussi, avec son excès intime, une tout juste compensation à la pesée farouche des hauteurs. Et finalement, ce n'est que pain et vie. J'avais donc encore une fois vécu de la façon la plus artificieuse et la plus vraie parmi la puanteur et la vermine indienne, la déchéance et l'éternité indienne. Il faut dire aussi que c'était seulement auprès d'une indienne que ma laideur ne comptait plus. Mais cela n'altérait pas mon âme qui restait aussi fraternelle avec la race des conquérants, des Espagnols. Tout cela est indicible. Et ma guitare elle-même n'a pu le dire que 2 ou 3 fois. Quand je revins à La Paz, je fis dire à Jaime que j'étais là. J'avais soudain une fringale de le revoir. Je reçus aussitôt chez moi une invitation pressante signée du secrétaire particulier du protecteur d'assister à une fête qu'il donnait le soir même au palais du gouvernement. Je fus ébahi. D'abord, quelle façon de me traiter, et ensuite une fête. Jaime n'avait jamais pensé à rien de semblable, et on lui reprochait assez d'avoir fait du palais un lieu vide où il tenait dans un coin son bivouac. N'ayant le temps de m'enquérir de rien, je me rendis à l'invitation comme un étranger de passage. Il était déjà tard. Dans les salons grands ouverts, je respirais un certain air qui m'étonna. Il n'y avait point là beaucoup de monde, et toutes les personnes présentes appartenaient à la classe des grands et aux plus hautes familles, qui certes jusque-là n'avaient jamais mis les pieds au palais. Les hommes étaient là avec leurs femmes, tous avaient l'air contraints et inquiets. Je connaissais tout le monde depuis toujours. Nos mœurs sont très simples et très familières. Et dans d'autres circonstances, je n'aurais eu aucune gêne à me trouver parmi ces gens-là. Mais j'avais remarqué déjà avant mon départ que parmi les grands, on s'éloignait un peu de moi dans la mesure où l'on pensait que j'étais étroitement lié au protecteur. Ce soir donc, je ne pouvais me permettre un geste qui pût signifier le moindre empressement. Et dans les grands salons où chacun était presque immobile et silencieux, je passais avec un regard indifférent. Je voulais voir Jaime. Il n'était pas là. Que signifiait tout cela? Je ne savais à qui le demander, car je n'apercevais personne hors ceux à qui je ne souhaitais pas faire d'avance. Vraiment, c'était étrange. Cette assemblée d'hommes et de femmes à l'air hautain, offensés et presque effrayés.
Il n'y avait qu'un petit quart d'heure que j'étais là, et je me sentais déjà pris d'appréhension, presque d'angoisse. Que se préparait-il? Que s'était-il passé à la passe en mon absence? Je me sentais comme coupable d'avoir été éloigné si longtemps et de n'avoir recherché aucune nouvelle. Soudain, un mouvement se fit dans le salon qui attenait au cabinet de Jaime, l'ancien cabinet de Don Benito. Jaime entrait. Jaime n'était plus le même. Quelque chose s'était passé. Comment mes nerfs à distance ne l'avaient-ils pas perçu? Jaime avait vieilli. Je ne lui avais jamais vu ce visage altéré, engravé, et surtout dans l'œil cet éclair de conscience fiévreuse et méchante. Quelque chose lui était venu du regard de Don Benito. Suivi de 2 ou 3 officiers, il s'avança d'un pas accentué au milieu du premier salon, et l'un de ses ministres, qui dans l'occasion tenait le rôle d'un maître de cérémonie, lui présenta l'un après l'autre tous les grands qui étaient là et qui étaient obligés, à cause de l'immobilité de Jaime, de venir vers lui avec leurs femmes. Il était en habit militaire, dans l'uniforme d'Agreda, et il tenait devant lui le lourd sabre de cavalerie. Il dévisageait avec une insistance calme chaque personne qui le saluait, et il s'inclinait légèrement devant les femmes. Il lui venait devant elles un étrange sourire, où il y avait un respect conventionnel et une ironie un peu menaçante. Comme cette espèce de cérémonie touchait à sa fin, voyant s'avancer un des cousins de Camille, je pensai soudain à elle, et juste à ce moment, je la vis marcher vers Jaime, au bras de l'autre cousin, qu'on appelait Manuelito. Elle avait dû arriver bien après moi, car je n'avais vu ni elle ni personne de sa famille jusque-là. Son apparition ne semblait pas prévue dans le programme de la fête, car Jaime eut un haut-le-corps en la voyant s'avancer vers lui. Je compris que quelque chose s'était passé entre eux, et sans doute de désagréable, ou même de douloureux, car ils s'affrontaient avec des visages fermés et durcis. D'autre part, tout le monde les observait d'un air avide et aussi oppressé. À peine avaient-ils échangé un salut à peine perceptible qu'on ouvrit les portes d'un grand salon qui était demeuré fermé jusque-là. Nous y vîmes disposés un grand nombre de sièges tournés vers une estrade. Toutes les personnes présentes semblaient surprises de cette mise en scène. Je voyais bien qu'aucune personne ne savait exactement pourquoi elle était invitée, et que chacune pensait que le mystère ne cachait rien de bon. Jaime fit un geste silencieux, et les grands s'avancèrent vers les fauteuils. Les premiers entrés ne semblaient disposés à s'asseoir qu'en arrière, loin de l'estrade, mais les derniers venus durent garnir jusqu'au premier rang. Jaime avait comme poussé tout le monde devant lui, et il alla se poster sur un côté de l'assistance, restant debout et continuant de promener sur tous ce sourire froid qui tournait peu à peu au rictus. Les officiers qui l'accompagnaient étaient restés près de la porte, qu'on referma. L'estrade était placée devant une porte que masquait une tenture. Cette tenture se souleva, et entra un guitariste qui posa un tabouret sur l'estrade et s'y assit. Alors j'eus une lueur de ce qui allait se passer et de la raison pourquoi la présence de Camilla était insolite. Je la cherchai du regard. Elle était assise bien en vue au milieu de l'assistance et non loin de Jaime, qui pouvait saisir toutes les expressions de son visage. Les traits de Camilla étaient impassibles, mais ses yeux étaient dilatés. Le guitariste préluda. L'assistance chuchotait, et je comprenais que beaucoup de gens devinaient, comme moi. Ils semblaient extrêmement troublés et mécontents, et quelques-uns jetaient vers la porte un regard de regret. La tenture se souleva, et Conchita Concepción entra. Concepción dans un magnifique costume de danseuse masquée. Elle était masquée. Et aussi elle avait un grand châle sur les épaules qui les cachait tout à fait comme par l'effet d'une pudeur soudaine. Défi extravagant. Le masque déconcerta l'assemblée. Il y avait là une idée habile et qui donnait, pour le moment du moins, un caractère incertain à la fête. Le salon était éclairé d'un nombre immense de bougies, et sous le châle, le bas de la robe de Concepción, sans doute récemment arrivée d'Espagne, étincelait et rutilait. Elle fit une grande révérence, et en dessous du masque, je lui vis une bouche serrée. Elle commença de danser. Ses premiers pas allaient se briser, semblait-il, dans le silence effrayé et hostile, comme un verre où l'eau se glace. Mais conjecturer cela, c'était céder à ses nerfs et oublier l'orgueil de Concepción, l'orgueil de Jaime.
Fallait-il du reste appeler du nom d'orgueil le vif sentiment de leur pureté animale qui dressait ces deux êtres, elle danseuse et lui cavalier, au milieu de tous ces assis? Elle dansa. Non, elle ne dansait pas. Cela n'était pas une danse. À peine était-ce de toute danse future au soleil, l'embryon obscur, imprévisible dans un monde souterrain. Enveloppée dans son immense châle sombre, dont elle avait fait d'abord d'un léger mouvement retomber les plis au plus bas de sa robe rutilante, tandis qu'elle s'en découvrait la tête, elle piétinait imperceptiblement sur place, sans le moindre bruit de ses talons. Sous les lumières soudain pâlies, elle était noire, énigmatique, à la fois offensée, accablée et menaçante. Ce n'était pas quelque chose d'espagnol, mais d'indien. Je reconnaissais le motif le plus élémentaire, le plus lent, le plus muet de la magie funéraire. C'était une concentration sombre et obstinée qui enfonçait l'être dans une zone indicible, indistincte entre la mort et la naissance, la colère et la résignation, la douleur et le repos. Cela dura longtemps, très longtemps, trop longtemps. Cela ne finirait jamais plus. Le guitariste que je ne connaissais pas, un Indien, était de première force, dans un genre d'apparence rudimentaire et rude. Il était si bien à son affaire que j'en oubliais toute envie et me perdis dans son art. Quant à l'assemblée, déjà déconcertée par le masque, elle était désarmée par la gravité étrange de cette manifestation. Tout au plus pouvait-elle macérer l'incertitude morose de son sentiment. Peu à peu, le frisson réticent, sans cesse interrompu au moment où il devait délier d'une formidable incapacité d'exprimer quoi que ce fût cette masse informe, rongea le silence comme une marée qui lèche un roc. L'interminable sourdine de la guitare s'aiguisa. Des mouvements tâtonnants soulevèrent de loin en loin la masse opaque du châle. Un très lointain battement des talons annonça quelque manifestation. Mais soudain, sur une note cassante de la guitare, tout s'arrêta, et l'immobilité revint. Un instant absolu, oui, absolu, en dépit de la reprise de la guitare, comme si la masse noire n'était décidément plus que découragement ou refus, ou peine à jamais accomplie. Puis à une série de chocs infimes. Nous perçûmes que cette immobilité était trompeuse, comme l'ébranlement précédent, et qu'elle était faite d'une vibration intérieure qui nous devenait commune à tous sans que nous le sachions. L'assemblée était entièrement prise, oublieuse de tout, enveloppée dans l'incantation du châle. Il y eut ainsi 2 ou 3 ondulations dans la longue ligne horizontale du motif, et puis encore tout cessa, et pour de bon. L'assemblée, surprise, demeura hébétée. En une seconde, Concepción, car c'était elle, me dis-je comme un homme qui hésite entre le rêve et la réalité, avait disparu derrière la tenture. On n'applaudissait pas. On avait le sentiment qu'il était impossible d'applaudir. Les regards se tournèrent vers Raimé pour savoir, mais la guitare attaquait aussitôt un air plus scandé, et Concepción rentrait, toujours masquée, toujours enveloppée, mais cette fois-ci d'un châle rouge, et elle entamait une danse plus humaine. Elle dansa, elle dansa, elle dansa plus longtemps, plus puissamment qu'aucune femme n'avait jamais dansé. Les gens oublièrent tout, qui ils étaient, pourquoi ils étaient venus, la présence de Raimé, le lieu où ils étaient, qui était Concepción. Ils applaudissaient violemment, avec une violence sombre, comme s'ils s'enfonçaient avec un abandon de volupté dans l'imprévu et la contrariété de la situation. Je regardais Raimé de loin en loin. Il avait perdu depuis longtemps le sourire glacé du début, et je lui retrouvais un peu de cette expression torturée et traquée qu'il avait autrefois quand il assistait à l'exhibition de Concepción parmi les officiers d'Agreda ou des dragons. Mais maintenant, cela se mêlait d'une expression de défi, dure et calme. Soudain, la dernière danse finit. Concepción fit une révérence, comme au début, et se relevant, elle rejeta soudain son masque, en même temps qu'elle laissait tomber le dernier des châles qu'elle avait successivement posés sur ses épaules, et dont ses mains ne les avaient jamais départis. Elle parut presque nue jusqu'à la ceinture. Ses 2 seins admirables, couverts de sueur, étincelaient avec leurs pointes raidies par l'excitation morale. Il y eut un immense ourvari de surprise, mais aussi d'admiration. Impossible à cette petite foule de se ressaisir, et elle dut applaudir à tout rompre, s'avouant entièrement prise au piège. Raimé s'était rapidement avancé parmi les fauteuils, et il arrivait à l'estrade.
Il tendit la main à Concepción, dont le visage exprimait plus que la satisfaction, l'épuisement. Mais le geste de Jaime la ranima d'un seul coup, et sautant de l'estrade, elle s'avança avec lui au milieu des grands. Ceux-ci, surtout les femmes, avaient aussitôt un léger mouvement de recul, mais il était trop tard. Et l'un après l'autre, tous nos seigneurs durent s'incliner devant la danseuse et leurs femmes durent hocher la tête. Mais Concepción ne se contentait pas de si peu. Et elle tendait une main que les hommes devaient baiser, que les femmes devaient presser. Tandis que je voyais cela, mon sentiment changeait. Il me semblait que la première idée de la cérémonie avait été frappante, d'un effet sûr, mais que maintenant tout se gâtait. L'expression de Jaime et de Concepción accentuait mon sentiment. Ils manifestaient un plaisir trop complaisant à répandre autour d'eux l'humiliation. Et comme à mesure qu'ils avançaient et qu'ils assouvissaient leur volonté d'enfants sauvages, ils sentaient l'hostilité renaître autour d'eux, ils montraient de plus en plus de défis et de mépris. Mais Camilla, je l'avais oubliée pendant cette soirée. Je pensais que tout avait été fait pour qu'il en fût ainsi. Je la vis au milieu des fauteuils abandonnés, entourée de ses cousins qui étouffaient mal leur rage qu'elle fût là et qu'ils fussent là. Elle était très pâle, mais portait haut la tête, abaissant de temps à autre ses paupières sur ses yeux de plus en plus dilatés et qui semblaient lui faire mal. Jaime et Concepción, allant de l'un à l'autre, tournaient autour du petit groupe des Bustamante. Allaient-ils enfin l'aborder ? Je le craignais fort et tout le monde attendait ce moment avec une anxieuse curiosité. Ni Jaime ni Concepción ne regardaient Camilla. Mais soudain, ils lui firent face. Jaime avait repris Concepción par la main et la montrant d'un geste presque brutal, il dit à Camilla « Vous voyez, Doña Camilla, qu'une fille du peuple n'a rien à envier à personne. Elle sent et elle sait tout. » Il faisait évidemment allusion à des paroles que Camilla lui avait dites. Que s'était-il passé entre eux ? Concepción, qui avait paru d'abord dominée par la curiosité et le plaisir de triompher d'une femme qu'elle considérait certainement comme sa rivale, semblait maintenant mécontente de la manière de Jaime et elle tentait de lui arracher sa main. Et celui-ci la tenait durement. Concepción avait de la colère pour la façon dont il regardait Camilla, alors même qu'il lui disait ce qu'il lui disait. Les cousins déconcertés et qui s'attendaient à quelque insulte directe ne savaient que penser. Mais ils se serraient autour de Camilla avec un air de vague défi. Camilla avait longuement fermé les yeux. Enfin, elle dit « J'aime le peuple là où il est. Ce n'est pas dans un palais qu'il est chez lui. » On sentait que ce n'était pas ce qu'elle aurait voulu dire, mais elle n'avait trouvé rien d'autre. Et elle prétendait par la fermeté de sa voix s'en satisfaire. « Le peuple est chez lui partout !» s'écria Jaime d'une voix forte, en s'adressant soudain à tous les grands. « Il est chez lui dans le palais de son gouvernement. C'est en lui qu'est toute la force et toute la beauté. Regardez !» Sa voix s'était altérée de mot en mot. Tout ce qu'il contenait à peine depuis le début de la soirée éclatait. Et c'était en vue de cet éclatement certain qu'il avait ordonné tout ce spectacle. Au dernier mot, il avait pris un air délirant, et son geste violent, d'une soudaine et provoquante vulgarité, montrait à tous les seins de sa maîtresse. Des chuchotements réprobateurs se firent entendre, et l'un des cousins de Camilla s'écria, en faisant un geste comme pour lui épargner une vue honteuse, « Va-t-on laisser insulter les honnêtes femmes ?» Jaime bondit sur lui. « Honnête femme, qu'est-ce que cela veut dire ? Voulez-vous que je vous explique ce qu'est une honnête femme ?»« Jaime !» jeta d'une voix rauque Concepción. Jaime recula et la regarda. La convulsion d'égarement qu'il y avait en lui se calma en un instant. Il dit presque paisiblement à Concepción « Maintenant ils t'ont vu, je vais te raccompagner chez toi. » Concepción était partagée entre les sentiments les plus divers, qu'elle contraignait tous. Il jeta encore un long regard circulaire, maintenant presque indifférent, puis lentement s'en alla avec elle à travers les salons. Ses éperons étincelaient derrière lui. La foule suffoquée et pantelante s'écoula bientôt. Camilla montrait maintenant chagrin, tristesse et regret. Elle semblait hostile à tout ce qu'on lui disait de toutes parts, d'ailleurs de tout à fait vague et balbutiant en guise de condoléances.